Judy River, bonjour. Bonjour. Sur les crimes commis par le FPR, quels sont les éléments nouveaux que vous apportez? Les éléments nouveaux, j'explique que dans la capitale à Kigali et dans d'autres régions, les commandos du FPR ont infiltré dans les mois avant le génocide les milices Interahamwe et d'autres milices et ont participé directement au massacre des Tutsis. Alors ça, c'est un élément très nouveau et choquant. Alors vous affirmez en effet que des commandos du FPR, qu'on appelait des techniciens, infiltraient les Interamwe pour participer au massacre de leurs frères Tutsis. C'est une accusation extrêmement grave. Sur quel témoignage vous appuyez-vous? Les témoignages, les informations de l'infiltration par le FPR des milices Hutus sont documentés dans un rapport confidentiel du TPIR par des enquêteurs qui travaillaient pour les enquêtes spéciales sous Carla Del Ponte. Alors, dans ce rapport que j'ai, c'est un rapport qui m'a été fuité par des sources du tribunal. On nomme les techniciens qui ont participé, qui ont infiltré les milices Hutus et qui ont participé directement au massacre aux barrières à Kigali et dans d'autres endroits. Ensuite, je suis allée vers les ex-officiers et soldats du FPR de Paul Kagame qui ont quitté le régime et ils m'ont tout expliqué, ils m'ont dit que c'est vrai. Alors l'une des pièces essentielles de votre enquête, c'est un rapport confidentiel en date du 1er octobre 2003 qui aurait été produit par le Bureau des enquêtes spéciales du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais quelle est la preuve que ce fameux rapport est authentique? Bon, c'est authentique parce que je connais les principaux enquêteurs qui ont travaillé dans les enquêtes spéciales. Au fur et à mesure de ma recherche, j'ai contacté presque tous les enquêteurs, les trois principaux, mais aussi d'autres qui ont travaillé pour enquêter sur les crimes du FPR. Mais c'est pas par ces gens-là que j'ai eu accès à ce document. C'est une autre personne qui m'a donné le document, qui m'a confirmé l'authenticité. Ce document est signé et quand j'ai parlé avec un troisième groupe de personnes de ce document, ils m'ont confirmé que c'était authentique. Et ce document, pourquoi ne le produisez-vous pas à l'intérieur de votre livre? C'est un peu difficile de le faire parce que il y a déjà quelques informations identifiantes, beaucoup de noms dans le document. Il y a aussi le nom des enquêteurs. Alors, en connaissant la manière dont le FPR, dont le régime de Kigali harcèle, intimide et cible les témoins et ils ont ciblé aussi les enquêteurs dans le passé, je n'ai pas vraiment l'intérêt de montrer les documents confidentiels dans mon livre, mais je n'exclus pas la possibilité de montrer le document dans l'avenir si on peut assurer que les gens qui sont cités dedans seront en sécurité. Alors vous dites qu'à l'appui de vos enquêtes sur les massacres commis par le FPR, vos deux sources les plus sûres sont un dénommé Théogène et un officier que vous avez promis de ne pas nommer et qui avait travaillé dans le renseignement militaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux témoins? Oui, d'abord, Théogène Merwana Chiaka, c'est peut-être le seul qui ose s'identifier, parler on the record avec son nom de plusieurs crimes. Lui, il était à Buyumba pour le massacre à Buyumba. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. Le massacre de Buyamba, c'était en 1994 au nord-est du Rwanda. Quelle était la fonction de Théogène à ce moment-là? À l'époque, il était un soldat dans le High Command. Les soldats au High Command étaient des escortes militaires de Paul Kagame. Et ces gens-là ont souvent été utilisés pour des opérations spéciales. Alors voilà pour le premier témoin. Et pour le second, cet officier qui a travaillé dans le renseignement militaire? C'est difficile de parler en trop de détails de lui, mais c'est quelqu'un qui a travaillé au sein du renseignement militaire de Paul Kagame. C'est quelqu'un qui a eu accès à beaucoup d'informations. D'après votre enquête, combien de Hutus ont été massacrés? C'est très difficile à estimer.
confirmé, mais il y a beaucoup de soldats et officiers qui m'ont dit au moins 500 000 Hutus civils ont été massacrés par les forces de l'APR. Entre quelle année et quelle année? Durant le génocide et dans 2 années après, au moins 500 000. Mais il faut signaler aussi que l'ancien secrétaire général du bureau politique du FPR, qui s'appelle Théogène Rudasingwa, qui est aux États-Unis, lui, il me jure qu'il y a au moins 1 million de Hutus qui ont été tués par les forces de l'APR durant le génocide et après. Et quand vous parlez de ces 500 000 Hutus tués en 94 et dans les années qui suivent, est-ce que vous incluez les Hutus qui sont morts en 97 dans la marche, la fameuse marche de la mort, pour fuir l'avancée des troupes rebelles de Laurent-Désiré Kabila? Non, non. Les ONG, peut-être l'ONU, a estimé qu'il y a une disparition ou le massacre de à peu près 200 000 Hutus rwandais et congolais qui ont été tués dans la forêt congolaise. Non, le 500 000 que je vous ai cité comme estimation, c'est des victimes de l'APR au Rwanda. Alors pourquoi qualifiez-vous ces massacres de génocide? Bon, après tant d'années de recherche, en regardant tous ces témoignages, on voit la preuve hors de tout doute raisonnable que le FPR a œuvré à exterminer une partie de l'ethnie Hutu. Et ça conforme à la définition du génocide. Je montre dans mon livre comment les forces mobiles de Paul Kagame, les escadrons de mort du FPR, ont œuvré derrière le front. Ils ont utilisé les cadres Tutsis, les civils, pour cibler d'abord les leaders de la communauté Hutu, et ensuite ils ont massacré les paysans, soit en les acheminant dans les camions vers la forêt Akagera dans l'est, où ils ont fusillé et brûlé ces civils, ou ils ont massacré les populations dans les réunions ou dans les camps. Oui, mais Judy River, le génocide, c'est l'extermination de tout un peuple, hommes, femmes et enfants. Peut-on parler de cela dans le cas de ces massacres? La définition du génocide, c'est quand on œuvre à exterminer une partie ou la totalité de l'ethnie ou d'une appartenance politique, etc. Alors, dans l'occurrence, d'après tous ces témoignages, toutes ces preuves, le FPR avait essayé d'exterminer une partie de l'ethnie Hutu. Mais avez-vous la preuve que le FPR a voulu exterminer jusqu'aux enfants? Ah oui, bien sûr, beaucoup de témoins, les ex-officiers et les ex-soldats m'ont dit que les bébés, les enfants ont été massacrés avec leurs parents dans les réunions et aussi ont été mis sur des camions et acheminés vers la forêt à Kagara et à Gabiro et à d'autres endroits. Ça, c'est un fait documenté. C'est documenté et mentionné dans les rapports confidentiels que j'ai en main et aussi, il faut dire, c'est très important parce que c'est très détaillé dans les déclarations, des dizaines de déclarations de preuves exculpatoires du TPIR dans les procès du TPIR. Les preuves exculpatoires. Oui, en fait, ces documents-là, ces témoignages sont confidentiels parce qu'ils ont des informations identifiables dans les déclarations, mais ce sont des déclarations signées par des témoins, j'imagine recueillies par les enquêtes spéciales au TPIR qui ont été aussi utilisées par des avocats de la défense comme preuves exculpatoires. Ce sont des preuves que le bureau du procureur était obligé de donner, de révéler dans les procès. Donc, si je comprends bien, ces éléments, vous les avez trouvés notamment dans les preuves disculpatoires avancées par les avocats de la défense des génocidaires Hutus. Je dis pas que je l'ai eu par les avocats de la défense, mais j'ai eu par des sources du TPIR. Oui, ce sont des preuves qui sont dans plusieurs documents confidentiels et y inclut, oui, des dizaines de déclarations signées qui étaient utilisées, qui viennent des procès du TPIR, oui.
Mais si ces éléments sont donnés par des cadres Hutus accusés de génocide, est-ce que ces éléments sont vraiment crédibles? Non, en fait, ces déclarations, si j'analyse les déclarations que j'ai, j'en ai plusieurs, ces déclarations viennent des ex-membres du FPR. La majorité viennent des ex-membres du FPR qui ont témoigné aux enquêtes spéciales du TPR. Alors, ça vient pas des Hutus. J'ai aussi des déclarations des civils Hutus, mais les plus détaillées sur les méthodes du FPR, ça vient des ex-membres de l'armée de Kagame. Judy River, est-ce que vous niez l'existence du génocide des Tutsis au Rwanda? Non, je sais que cette accusation de négationnisme contre mon ouvrage est souvent répétée, mais cette accusation est vide. Je ne nie en aucune manière le génocide contre les Tutsis. Je le reconnais dans presque tous les chapitres de mon livre. Quand on essaie de regarder de près, d'enquêter ou de dénoncer les crimes du FPR, on est souvent attaqué. On est confronté à des actes d'intimidation et de dénonciation. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'en parlant d'un génocide des Hutus, vous voulez banaliser le génocide des Tutsis? Je pense pas que mon travail ou le travail de Pierre Péan ou de Peter Verlinden ou le travail académique de Philippe Rentjens en Belgique cherche. Je ne pense pas que ces gens-là, de toute façon, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens. Je suis sûre que leur travail ne minimise pas le génocide contre les Tutsis et ce sont des arguments fallacieux et ce sont des tactiques utilisées par les propagandistes du FPR et par les membres du régime à Kigali pour empêcher les gens à comprendre la vérité. En qualifiant de génocide les massacres de Hutus, est-ce que vous ne cherchez pas à susciter le scandale, comme dit la chercheuse française Claudine Vidal? Je cherche pas le scandale, mais je crois que pour éclaircir l'histoire, je pense que après presque 25 ans, il est temps de comprendre réellement ce que les forces de Paul Kagame ont réussi à faire. C'est pas pour des raisons de créer un scandale, c'est pour établir une vérité historique, éventuellement pour la promotion de la réconciliation, si vous voulez. Judy River, merci. La situation de réfugiés. Mais lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu.
si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. Je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Les réfugiés Hutus au Zaïre étaient victimes des attaques en 96 et 97 au Zaïre durant l'invasion, et ils avaient avant, durant le génocide en 94 au Rwanda, ils avaient aussi été victimes des troupes de Kagame durant le génocide. Ils avaient fui pour cette raison. Ils sont restés au Zaïre pour cette raison. Alors, victimes 2 fois. Oui, et là, on parle de 96, on parle de 2 millions de personnes, 2 millions de réfugiés. Et là, vous avez trouvé, vous avez croisé, vous avez tous des gens qui étaient pourchassés comme des animaux par cette armée du FPR. Est-ce que c'est juste de dire cela? Oui, exact. Ouais. En fait, le chiffre de 2 millions, c'était plus qu'1 million au Zaïre et d'autres réfugiés Hutus qui avaient fui dans d'autres pays autour, comme la Tanzanie, la Zambie, tout ça. Mais les réfugiés avec qui j'ai parlé au Zaïre m'ont raconté des histoires très précises sur l'attaque de leur camp dans l'Est et le fait, comme vous dites, ils étaient pourchassés. Ils ont fait un parcours. Ils étaient comme les proies des camps dans la zone de Bukavu et Goma jusqu'au presque à la frontière ouest du pays. Alors c'est un espace comme l'Europe de l'Ouest, si vous voulez. Si on peut imaginer d'être pourchassés comme des animaux. Oui, de Montréal jusqu'à après Chicago et quasiment au Manitoba. Là, on parle de 2000 kilomètres. Julie, quand et avant d'aller plus sur ce qui est au Rwanda, dans votre livre, vous affirmez que le Front patriotique rwandais, donc le gouvernement rwandais sous la direction à ce moment-là de Kagame, qui était le chef d'État des forces rwandaises, ils ont envahi le Zaïre, qu'on appelle maintenant le Congo, mais ils ont eu le feu vert et de l'aide des États-Unis. Et c'est une chose que vous affirmez dans votre livre. Expliquez-nous ce fait-là, parce que on voit dans votre livre une chasse terrible de la part de cette armée-là, mais ils avaient un peu la bénédiction de puissance la plus grande, la plus importante. Oui, c'est un feu vert, oui, une bénédiction par 2 moyens. Ce que j'explique dans mon livre que les États-Unis ont fourni les informations des satellites et la communication de satellites à Kagame, aux troupes de Kagame et Museveni. Ça, c'est le président de l'Ouganda à l'époque et il est toujours. Bon, ils ont fourni ces troupes de l'information cruciale en forme de satellite qui leur ont permis de faire la guerre et de continuer le chemin militaire pour renverser Mobutu. Ouais. Non seulement ça, ils ont permis de localiser des réfugiés
avec ces informations, avec cette technologie. Ouais. J'explique dans mon livre, il faut lire, ils ont aussi eu l'appui d'une grande société liée au gouvernement, au renseignement militaire du gouvernement qui s'appelle Bechtel. Alors, ils ont eu des informations satellites et des cartes satellites de cette société qui est à Washington. Et ils ont eu un financement des multinationales, des sociétés américaines et aussi des sociétés. Il y avait des Canadiens aussi. Il y avait American Mineral Fields, il y avait Tenke Mining et il y avait des sociétés qui ont fourni à l'alliance de Laurent Kabila, avec qui Kagame avait envahi le Zaïre. Ils avaient financé leur parcours en même temps que ces troupes, ces forces militaires tuaient des réfugiés. Vous avez recueilli des témoignages de différents milieux qui disent le contraire, qui dit que le contraire de l'histoire officielle qui, selon plusieurs personnes, je l'ai entendu même à CBC dans une entrevue que vous avez faite, où on dit que c'était des extrémistes Hutus qui auraient abattu l'avion. Vous avez trouvé des témoignages qui étaient des officiers du Front patriotique rwandais, mais aussi des documents du tribunal pénal. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé et ce qui, selon vous, prouve que c'était l'actuel président du Rwanda qui a abattu cet avion-là. Les éléments qui éclaircissent l'histoire de l'attentat, qui sont les plus sûrs, sont les témoignages du TPIR, du tribunal de l'ONU, qui a enquêté sur ce qui s'est passé au Rwanda durant le génocide, mais aussi le TPIR, mais aussi de l'enquête qui était menée par le juge Jean-Louis Bruguère en France. Alors, les éléments, les témoignages qui venaient du TPIR sont presque identiques, correspondent aux témoignages, et les témoignages étaient donnés en 2001-2002 et sont dans un rapport que j'ai en main, qui était finalisé en 2003, figurez-vous. Et ces témoignages correspondent de près aux conclusions de l'enquête française en 2006. Alors, pour moi et pour beaucoup d'observateurs qui sont neutres, indépendantes, ça montre que voici les vrais éléments qui constituent la preuve des auteurs de cette attaque qui a déclenché le génocide. Alors les éléments, c'est juste ça. C'est Kagame et ses collègues comme Kayumba Nyamwasa et d'autres ont eu 3 réunions pour parler d'assassinat, de leur plan d'assassiner Habyarimana, c'est l'ancien président Hutu au Rwanda. Ensuite, ils ont formé une équipe de tireurs qui allait gérer les missiles. Les missiles aussi venaient de l'Ouganda. L'Ouganda avait acheté, reçu ces missiles qui étaient bien documentés de l'ancienne Union soviétique. Ensuite, les mêmes joueurs, personnages de l'équipe de missiles ont été évoqués ou notés dans le rapport Bruguère et au TPIR. Alors, vous avez dans mon livre, le récit des 2 enquêtes un peu pour montrer
que voici les indices et voici les preuves de cet attentat. Mais, OK, alors là, la question qui se pose, c'est que pourquoi encore aujourd'hui, et on fait semblant de ne pas savoir qui a abattu cet avion-là? Pourquoi, selon vous? C'est parce que ça me dépasse du fait, on parle de 2001, 2002, 2003. Dans votre livre, vous parlez de 97 aussi avec ce qu'on appelait l'équipe nationale du TPIR qui avait découvert des choses semblables. Pourquoi on continue à faire semblant de ne pas savoir? Bon, c'est compliqué, mais dans un sens, c'est pas très compliqué parce que c'est tout un processus politique. D'abord, au TPIR, les États-Unis ont géré, ont dirigé, ont influencé le TPIR et ont enterré ces enquêtes et ils ont à tout moment dans l'histoire protégé le FPR et le régime de Kagame. Premièrement, nous avons vu Louise Arbour qui était procureur en 1996 et 87 et elle avait enterré, stoppé la première enquête sous un avocat qui s'appelait Michael Horrigan. Les preuves ou les indices à l'époque montraient que Kagame et ses commandos avaient été responsables pour l'attentat. Alors, pourquoi? Parce que bon, elle avait dit qu'elle n'avait pas de mandat juridiction, mais c'est pas vrai parce qu'elle avait le mandat d'enquêter le terrorisme. J'imagine, je peux croire que peut-être il y avait des États-Unis ou d'autres membres surtout les États-Unis qui étaient membres du Conseil de sécurité à l'ONU qui avaient dit non, on va pas faire ça. Ensuite, Del Ponte qui a remplacé Madame Arbour avait essayé d'enquêter sur l'attentat et d'autres crimes du FPR et il y a un monsieur qui était l'ambassadeur américain pour les crimes de guerre à l'époque, Pierre Prosper, qui avait réussi avec l'appui de son gouvernement Washington de faire sauter Madame Del Ponte. Encore une fois, les États-Unis ont protégé Kagame, alors enterré l'enquête. Mais bon, les Français ont eu leur propre problème politique pour enquêter, mais c'est pas fini chez eux. Ouais. Et Carla Del Ponte, qui avait succédé à Madame Louise Arbour comme procureur, avait déclaré en 2001 ou 2001 que s'il s'avérait que le Front patriotique avait été responsable de cet attentat, il faudrait réécrire l'histoire du génocide rwandais. Partagez-vous cette opinion-là? Oui, parce que, en fait, ce que j'avais compris, c'est presque à la fin de mes recherches que j'avais compris cette notion de base, c'est que le tribunal et les Occidentaux, des chercheurs, on n'a pas vraiment enquêté les causes et les conséquences de la violence au Rwanda. Les causes et les conséquences. Et si on avait enquêté ce qui s'est passé avant le génocide, c'est-à-dire les crimes de guerre dans le Nord perpétrés par le FPR, et si on avait regardé les mobiles, les intentions de tuer Habyarimana, pourquoi on avait fait ça, on aurait compris tout le complot et la conspiration du FPR et on aurait pu vraiment enquêter l'histoire du génocide. Pourquoi? Et on trouve dedans dans ces complots, on trouve vraiment les intentions du FPR qui étaient
de s'emparer au pouvoir et de rester au pouvoir, d'atteindre et de continuer d'avoir une autorité morale pour rester au pouvoir pendant beaucoup de temps. Ouais. Et là, vous avez glissé un mot là-dessus, mais je m'attardais là-dessus. L'image de corps flottant dans les rivières, dont la rivière Kagera, dans l'est du Rwanda, vers le lac Victoria, donc ça fait partie des images qui aident à conforter une version officielle de l'histoire du Rwanda. Mais dans votre livre, vous dites que ça aussi, c'est pas aussi simple. Et que ces corps, c'est pas aussi simple qu'on peut conclure que ça fait partie d'un camp ou de l'autre. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé à ce sujet-là, puis quelles sont vos sources, parce que c'est assez frappant dans votre livre. Oui, effectivement, on avait lu dans les journaux à l'époque, les grands journaux, que ces corps étaient des Tutsis victimes des extrémistes Hutus. Mais cet endroit-là, la rivière, le lac Victoria, c'est dans une zone qui était contrôlée par le FPR à partir du 24 avril environ. Ouais. Alors, quand on parle des corps et des victimes au mois de mai et juin, c'est des victimes du FPR. Mm-hmm. Et ce sont des déserteurs du FPR qui m'ont affirmé qu'ils contrôlaient la zone rapidement. Mm-hmm. Et aussi, j'ai des éléments des preuves de l'ONU, notamment un câble, des messages qui montrent que le SCR à l'époque, les réfugiés, le département des réfugiés, mm-hmm. Accumulait des témoignages des réfugiés qui fuyaient vers la Tanzanie, qui ont dit que on nous tue, on nous chasse, on brûle les gens dans les maisons, on nous met sur des bus et puis les gens disparaissent. Mmh. Et c'était des réfugiés Hutus qui ont donné ces témoignages et l'ONU était parfaitement au courant de ce qui se passait dans cette zone. Ouais. Et donc, c'était très organisé comme tuerie. C'était pas des tueries spontanées, selon votre livre. Et des gens que vous avez rencontrés, qui avaient été dans le FPR, qui sont venus, qui sentaient coupables, et eux, ils ont décrit la manière dont c'était organisé. C'est vraiment frappant. Oui. En fait, il y avait des opérations que j'appelle derrière le front. Mmh. Alors, il y avait des brigades, 2 brigades en particulier qui prenaient le territoire, qui ont saisi le territoire. Derrière eux, il y avait des unités, des forces mobiles qui étaient constituées des troupes, des forces de DMI, de renseignement militaire, aussi des soldats du training wing, c'est partie de l'entraînement des nouveaux soldats, et des gens de haut commandant, des jeunes qui étaient embauchés, recrutés pour faire partie de ces unités mobiles qui tuaient. Ouais. Tuer des paysans Hutus, qui tuaient des leaders culturels, des avocats, des juges, des commerçants, et c'était ça le but. Et c'est pas juste les victimes qui ont survécu qui m'ont donné ces histoires, c'est les gens haut placés, des officiers et des anciens soldats, aussi des gens qui étaient dans ces unités mobiles du FPR qui m'ont avoué. Ouais. Tout ça est dans son livre qui s'intitule In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Il reste 1 minute et demie, Judy. On aurait pu parler toute l'heure, mais
c'est une quête personnelle qui vous a occasionné des difficultés personnelles et du fait que vous avez été traqué à l'extérieur du territoire rwandais par des services rwandais. Pourriez-vous nous décrire rapidement un exemple? Par exemple, vous avez été, en faisant votre enquête, c'était en Italie, en Belgique, ici au Canada, que vous avez été ciblé aussi par les services. Oui, j'ai vécu beaucoup de drames dans ma vie personnelle. Ma famille était ciblée ici à Montréal. On a eu des menaces terribles, mais j'ai aussi été à Bruxelles et le service de protection belge a été obligé de me fournir une protection avec les voitures blindées et les gardes-corps parce qu'ils ont reçu des informations crédibles que l'ambassade rwandaise à Bruxelles constituait une menace à ma vie. Alors c'était grave. Ils ont essayé de pourchasser, m'empêcher à faire le travail pendant un certain temps. Judy Weaver, félicitations pour ce livre-là, puis bon courage dans la défense de ce livre-là. Et est-ce qu'on peut espérer avoir une version française un de ces jours? Oui, j'espère. On est en train de discuter avec des maisons d'édition en France et ici au Québec. Alors, on espère d'avoir des bonnes nouvelles bientôt. Ben, c'est très bien. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et félicitations encore. Merci, je vous en prie. Au plaisir. Au revoir. Le livre s'intitule In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, l'auteur Judy Weaver, publié par Penguin Random House.